Bonjour à tous, pour le Zoom, aujourd'hui je reçois Richard Labévière. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez nous présenter un récent ouvrage, Reconquérir par la mer, préfacé par Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de la Défense notamment. C'est aux éditions Temporis et évidemment les téléspectateurs de TV Liberté peuvent retrouver cet ouvrage sur la boutique officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com. Alors cet ouvrage, c'est un livre à la fois accessible, très fouillé, approfondi sur la géopolitique des océans. On en parle souvent très peu dans le débat public. Vous évoquez des cas très concrets pour comprendre les enjeux géopolitiques, d'influence, les conflits qui sont en cours. Alors évidemment, on ne pourra pas tout aborder, je tiens à le dire, parce que c'est un livre foisonnant. Pour commencer, on va peut-être revenir sur l'acquis, justement, de ces territoires maritimes. Vous expliquez que la France, c'est le premier territoire sous-marin et le premier, je n'ai pas confondu, et le premier domaine maritime. Le deuxième domaine. Le premier sous-marin voilà. Et le deuxième maritime. Voilà. Je n'ai pas confondu, je suis sûre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi cette disparité ? Parce que pour le commun des mortels, ça semble évident que c'est... Si vous voulez, la disparité est liée à la délimitation des 200 000 marins à partir des côtes, qui est fixée par la Convention de Montego Bay, qui est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la liberté de naviguer, qui date du milieu des années 80, et donc qui trace une ligne de 200 000 marins, à peu près 365 km², à partir des côtes pour déterminer une zone économique exclusive, qui correspond plus ou moins aux eaux territoriales. Le domaine sous-marin étant différent, puisque là, il peut être prolongé au-delà de cette fameuse barrière des 200 000 marins, en fonction de la texture et la configuration des fonds, notamment possibilité d'extension par le plateau continental, qui est des zones de haut fond, à partir duquel on peut étendre la zone et faire des demandes d'extension de la zone du domaine sous-marin. Et ça, c'est des demandes qui sont régulièrement formulées de ces géopolitiques à l'appui par les États et qui sont arbitrés par un groupe d'expertise ad hoc des Nations Unies. Et alors justement, est-ce que ces territoires sont intangibles ou est-ce qu'on pourrait en gagner, en perdre aujourd'hui ? On peut en gagner plus qu'en perdre. On peut en gagner justement. Il y a encore quelques zones, notamment en Polynésie, qui sont en discussion. On peut en gagner, oui. Et de fait, si vous voulez, la France qui a le deuxième domaine maritime derrière les États-Unis, il y a une différence de 300 000 km². Il est clair que sur le plan de l'importance des fonds et des prolongements de ces plateaux continentaux, on peut dire que la France est la première possesseur, propriétaire un peu des zones maritimes à travers l'extension de ces plateaux continentaux, justement. Alors si on s'arrête uniquement sur les espaces sous-marins, tout d'abord, que pouvons-nous tout simplement en retirer ? Écoutez, là, c'est au-delà des possibilités de pêche, des réserves halieutiques. Il y a tout un tas l'éventail est très large en termes de biodiversité, de nodules métalliques, de minerais et autres, etc. Donc, la mer scelle un nombre incroyable de richesses qui, à ce jour, sont très peu exploitées et qui peuvent donner lieu à des modes d'exploitation durables, sans massacrer absolument les fonds marins comme ça a pu être fait dans certaines régions, je pense dans certaines parties de l'océan Indien, du sud de l'océan Indien ou d'autres parties de l'Atlantique. C'est dire si vous voulez, la mer, les océans et ses fonds marins et ses ressources, conditionnent, enfin, délimitent plutôt des conditions d'avenir exponentielles, quoi. Au-delà de la pêche, beaucoup de possibilités énergétiques, notamment, énergétiques, en termes de pharmacologie, avec toute la filière des algues marines et autres. Donc, c'est un secteur qui je dirais, n'est que au début de son exploitation. De son exploitation, de son développement. Si on observe en revanche la carte, il y a également quelques cartes croquis dans ce livre, page 28, il y a une carte très intéressante pour visualiser tout simplement les zones maritimes. On constate que nos zones maritimes sont dans l'hémisphère sud, quasi intégralement. C'est donc en référence aux Outre-mer. Voilà, c'est ça. L'espace maritime français est lié à 94% aux Outre-mer. La puissance maritime de la France est liée à ces
poussière d'empire, ces possessions que les corsaires et les pirates français ont pu, par l'habitude, je dirais, arrimer à la monarchie sous Louis XIV, avec Colbert, avec le développement d'une marine, et après à travers les républiques successives, et puis durant la grande aventure coloniale au XIXe siècle, ce qui a permis justement de consolider les présences françaises outre-mer et de constituer et d'élargir cet espace maritime, ce domaine maritime qui est aujourd'hui effectivement le deuxième espace maritime mondial, ce qui donc donne une certaine puissance, mais aussi un certain nombre de responsabilités, puisque cet espace, il faut non seulement en profiter de manière durable et équilibrée, mais il faut aussi le sécuriser et le protéger, parce que de plus en plus d'activités se développe. On parle de territorialisation de la mer, au-delà des plateformes d'hydrocarbures, de recherche et autres, d'hydrocarbures ou de nodules métalliques, au-delà des activités de la pêche. Je veux dire, le transport mondial passe majoritairement par la mer, est en augmentation entre 5 et 10% par an. C'est-à-dire si les zones de transport, de détroits et toutes les zones archipélagiques ont une importance de plus en plus stratégique aujourd'hui avec la mondialisation où la majorité du transport de marchandises se transite et passe par les mers et les océans. Et sur le plan stratégique, alors, comment peut-on expliquer qu'il soit si important d'avoir ces bases finalement dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien ? Alors, 3 points. Le premier point, il est coutume de dire que depuis la fin de la guerre froide, on assiste de fait à une multiplication des acteurs, donc des zones de tension, sinon de conflit. Deuxième facteur, c'est que la plupart des conflits finissent par se déverser dans l'eau. Et le troisième élément, c'est que on sent, et au-delà de la confrontation entre la Chine et les États-Unis, on voit arriver de nouvelles revendications qui passent par les mers, et non seulement dans le secteur de la mer de Chine méridionale, de l'océan Indien, mais aussi des Antilles, de l'Atlantique Nord et Sud, voire sans parler des pôles, voir ce qui se passe en Arctique, qui est une zone qui est, je dirais, libre de toute convention internationale, et là, avec la fonte de la banquise, qui donne lieu à des confrontations, des enjeux le réchauffement aiguise les appétits entre les peuples circumpolaires, le Canada, les États-Unis, la Norvège, la Russie, bien sûr, avec la Chine qui place ses pions au Groenland et ailleurs. Donc là, aujourd'hui, véritablement, l'Arctique est le théâtre, au-delà d'être le fait d'être un Eldorado de beaucoup de ressources naturelles et pas seulement des hydrocarbures, je dirais cette zone de l'Arctique, du pôle Nord, est un nouveau condensé de tous les grands enjeux stratégiques au monde où on voit une confrontation très aiguisée entre les États-Unis et la Russie, mais avec une présence de la Chine très importante, qui se développe notamment à partir du Groenland, et à la marge les Européens qui, par la Norvège et d'autres, par la Baltique, sont aussi, l'Europe, les pays européens, constituent une des dimensions géopolitiques de ce Grand Nord arctique. Avant de reparler justement de ces pôles, peut-on rester justement sur la partie pacifique et indienne ? Vous parlez dans le livre à un moment de confetti de la République pour évoquer certaines zones maritimes. Quel est l'intérêt pour la France d'avoir ce type de zone dans les flux qui passent entre la Chine et les États-Unis ? Disons que, si vous voulez, le fait d'être présent dans le canal du Mozambique, à Mayotte, à Tromelin, à La Réunion, d'avoir des accords avec Maurice et autres, je dirais, donne certains avantages de présence continue. Alors non seulement à partir de La Réunion, un certain nombre de bateaux gris de la Marine nationale, je dirais, assurent la défense et la sécurité. Et pour la France, l'essentiel, c'est de maintenir une liberté de circulation absolue conformément à la Convention de Montego-Bay qui garantit les libertés de circulation en mer, remise en cause de plus en plus aujourd'hui par différentes puissances et différents États, et pas seulement
par la Chine. Mais donc, ces confettis d'empire, ce legs de l'histoire, fait que la France, aujourd'hui, est présente sur la plupart des mers et des océans, ce qui est un atout considérable, pas seulement en termes de recherche scientifique, hydrographique ou météorologique, mais aussi en termes de relais commerciaux et de relais de défense et de sécurité. Est-ce qu'elle peut faire du contrôle? Est-ce qu'elle, finalement, elle peut jouer un peu le rôle de gendarme oui, bien sûr, autour d'elle? en fonction de ses possibilités, puisque je dirais, quand les flottilles de chalutiers vietnamiens ou chinois descendent sur la Nouvelle-Calédonie pour piller les réserves halieutiques des eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie, et il est clair que quelques frégates de la Marine nationale peuvent contrer un peu ce pillage et faire la police des pêches et assurer une certaine sauvegarde des zones économiques exclusives de la France dans cette partie du monde. Le problème, c'est qu'on est toujours loin de la coupe aux lèvres. Il y a toujours une marge. C'est-à-dire qu'il est clair que dans l'absolu, il faudrait beaucoup plus de bateaux. Aujourd'hui, au moment où l'on parle, on peut considérer que d'unités flottantes, de petits bateaux de ravitaillement ou d'aviso ou de frégates de première ligne, sinon de porte-avions avec le Charles de Gaulle au porte-hélicoptère, on a à peu près 80 unités flottantes. La marine chinoise, en 4 ans, a produit l'équivalent du tonnage. Alors, le différentiel n'est pas seulement quantitatif, puisque c'est l'aspect qualitatif qui joue, c'est-à-dire qu'il faut voir quelles sont les capacités opérationnelles sur l'eau. Et là, de ce fait, la marine nationale, la marine française, qui est une marine ancienne avec une histoire, a aujourd'hui des capacités opérationnelles beaucoup plus élargies que des marines plus jeunes, telles que la marine chinoise ou d'autres. Donc l'aspect opérationnel est important. Donc il y a bien sûr toujours un problème quantitatif, mais je dirais les qualités opérationnelles comblent ou suppléent à ce manque de matériel. Mais bon, cela dit, la dotation de la Marine nationale est liée à la proportion aux proportions imparties à la Marine nationale en fonction du budget de la défense, nationale. Et là, on retombe dans les choucaillas habituels budgétaires françaises bien connues. Donc, voilà. Alors, quand on s'arrête, on l'a dit, finalement, l'essentiel de ces zones territoriales sont conditionnées à l'outre-mer. Certains pensent que l'outre-mer, la balance bénéfice-coût est plutôt défavorable. On sait que c'est environ 16 milliards par an pour la France. C'est à peu près 2 fois la contribution nette pour l'Union européenne. C'est, si je ne m'abuse, 3 porte-avions avec l'entretien annuel. Oui, enfin, un porte-avions, au jour d'aujourd'hui, le coût d'un porte-avions, puisqu'il est question de remplacer le Charles de Gaulle, varie entre 5 et 6 milliards d'euros. Donc, ça paraît beaucoup, mais c'est pas non plus inconcevable, quoi, je veux dire. Donc là, tous ces chiffres reviennent sur la table, puisque pour fabriquer un porte-avions, il faut 15 ans. Là, à l'horizon 2030, le Charles de Gaulle va arriver en bout de mission, donc il faudra le remplacer, soit par un bateau, alors un porte-avions nucléaire certainement, soit par 2. L'équilibre se faisait très bien dans les années 60-70 avec le Clemenceau et le Foch. Quand un bateau était à la mer, l'autre était au bassin et inversement. Aujourd'hui, la faiblesse de la Marine nationale et de la présence française, justement, est de ne pouvoir disposer que du Charles de Gaulle, que d'un porte-avions, ce qui m'amène à baptiser un chapitre de porte-avions sinoriens, puisque de la crédibilité de la stratégie, des capacités stratégiques françaises, puisque le porte-avions est l'arme principale de projection de puissance, il est clair que quand le Charles de Gaulle est au bassin à Toulon, si se déclenche une crise majeure, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut compter sur 3 porte-hélicoptères, que sont le Dixmude, le Tonnerre et le Mistral, mais disons que ces bateaux ne donnent pas l'éventail de possibilités en termes de projection de puissance que donne le porte-avions, le Charles de Gaulle. Alors justement, toute votre stratégie pour reconquérir par la mer se base sur 2 points essentiels. Vous l'avez expliqué, le fait d'avoir 2 porte-avions et non pas un seul, et également d'avoir un conseiller maire qui soit maire MER évidemment, qui soit directement, qui réponde directement au président de la République et au Premier ministre. Alors ça, je veux dire, c'est des propositions très très formelles, mais avant cela, il faudrait reprendre, et je cite beaucoup
le rapport des sénateurs Jeannie Lorjou et André Triard, qui s'intitulait justement « La France face aux enjeux de la nouvelle géopolitique », où dans ce rapport qui date des années 80, ces deux sénateurs font je dirais, l'examen le plus complet qui puisse être sur les capacités et les perspectives de développement de l'économie maritime française à partir de ces ports, dont la faiblesse de la RPI, les connexions ferroviaires sont mal assurées, mais qui je dirais, fait la récollection quasiment exhaustive des capacités de développement économique qui font que la mer pourrait être pour la France un axe de développement et de croissance très très important, beaucoup plus qu'il n'est aujourd'hui. Donc et ce rapport, vous le dites, selon l'expression consacrée, il est soumis à la critique rongeuse de la souris. Oui, il est soumis à la critique rongeuse des souris, pour reprendre une vieille expression de Marx et d'Engels lorsqu'il rédigeait l'idéologie allemande au milieu du 19e siècle. Mais oui, parce que ce rapport Lorjou-Triard, il est sorti malheureusement, je crois, en juillet 2017, en plein été, quand les journalistes sont sur les plages et la classe politique aux abonnés absents. Donc ce rapport est aussitôt sorti, aussitôt oublié, raison pour laquelle je dis qu'il a été abandonné à la critique rongeuse des souris, alors qu'au jour d'aujourd'hui, ce rapport Jeannie Lorjou, André Triard reste le document le plus complet sur toutes les capacités et toute la richesse de l'espace maritime français. Et malheureusement, ce rapport n'a été suivi ni d'aucun effet, ni de commission parlementaire pour essayer de concrétiser un certain nombre de projets ou d'idées qui avancées par ce rapport, qui, je le répète, reste le document de référence dès qu'il est question de l'espace maritime français. Et ça, on peut le déplorer. En France, on a de l'expertise sur tout et n'importe quoi, mais après, la question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Est-ce que cette expertise sert à déclencher des processus concrets de mise en œuvre? Et donc là, on voit bien que sur la mer, c'est pas le cas, parce que et c'est une des raisons je dirais, essentielles de ce livre, c'est d'essayer d'alerter très modestement, à la hauteur de mes moyens, l'opinion publique française sur l'importance de cet atout français par la mer et qui est de fait très très mal connu du grand public. Éric Taparly avait coutume de dire pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent la plage. Et c'est vrai que vu le nombre de côtes, vous parliez des Outre-mer, mais les côtes françaises, Manche, Atlantique, Méditerranée, font de la France, qui est ce nez de l'Europe continentale, un pays extrêmement maritime, mais dont cette dimension maritime n'a pas la place qu'elle devrait avoir sur le plan administratif, sinon sur le plan politique. C'est pour ça que la question ministère de la mer ou pas est une fausse question en réalité, puisque la gouvernance maritime, qui est de fait française interministérielle, fonctionne relativement bien avec le système des préfets maritimes, des différents ministères de tutelle qui font de l'interministériel sur la mer assez intelligent. Et raison pour laquelle je ne pense pas que la clé soit de créer une nouvelle usine à gaz avec un nouveau ministère de la mer. Simplement, il faut fluidifier les pratiques interministérielles concernant la mer, mais surtout, il faut que cette politique soit beaucoup plus lisible et visible. Raison pour laquelle je propose dans ce livre la nomination, non pas d'un ministre de la mer, mais au moins d'un conseiller maire commun, partagé entre les deux têtes de l'exécutif, le Premier ministre et le Président de la République, pour que cette personne incarne les problématiques maritimes et une grande politique maritime de la France. Donc ça, c'est un des aspects importants. Maintenant, la déclinaison sur la dimension de défense et de sécurité de tous les intérêts économiques et sociaux que représente la mer, il est clair que de ce fait, on le disait, l'amiral Rogel, l'ancien chef d'état-major de la Marine nationale, disait on ne peut pas nager que sur une seule nageoire. Et la question, l'obsession, c'est effectivement d'un deuxième porte-avions dans la perspective du remplacement du Charles de Gaulle à l'horizon 2030 avec deux porte-avions et qui seraient en alternative les bateaux amiraux de commandement d'état-major d'un groupe aéronaval qui demeure fixe. Mais disons que le fait de disposer de deux porte-avions serait assez significatif
vu le contexte européen. Là, les Britanniques ont un porte-aéronef qui est ce qu'il est, mais aujourd'hui, on voit les Américains ont 12 porte-avions, les Russes en ont 3 et 2 en construction, les Chinois 4 en construction. On voit même le Brésil, le Pakistan aspirer à se doter de ce type de bâtiment. Et indépendamment de l'évolution des sous-marins et des missiles et des drones, selon les experts, les techniciens, cette arme reste pertinente jusqu'à l'horizon 2060-2070. C'est-à-dire que le porte-avions reste la plateforme essentielle, la plateforme principale de projection de puissance, puisque un bâtiment de 40 000 tonnes comme le Charles de Gaulle peut projeter une quarantaine d'aéronefs et de combat, d'avions de combat et d'avions d'observation. Alors, j'aimerais revenir sur... Vous parlez à plusieurs reprises dans le livre de la doctrine des 3 cercles du général Poirier. Oui. Donc, le premier cercle, évidemment, c'est l'État souverain, disons. Le deuxième, c'est l'Europe. Le troisième, c'est le reste du monde. On voit bien que les eaux territoriales, les zones maritimes de la France se projettent en dehors de simplement sa zone nationale et de l'Europe. Est-ce que finalement la stratégie est la bonne quand on voit que la Russie, elle mise plutôt sur une stratégie régionale, qu'elle développe, comme vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure, plutôt les routes vers les pôles, où on voit que dorénavant, elle arrive à relier la Norvège et la Corée en 6 jours et demi. Oui, avec essentiellement un axe, je dirais, ce qu'on appelle la route du Nord, de Mourmansk au détroit de Bering, de cette façade nord du Grand Nord qui fait 4000 km à peu près, avec des points de refouling et des ports de plus en plus équipés, qui donnent à la Russie la maîtrise de cette grande route du Nord-Est. La route du Nord-Ouest étant un peu compliquée par l'Hudson, où là, elle met aux prises, sinon en conflit, le Canada et les États-Unis. Le Canada voulant bénéficier de ces passages, les États-Unis et les Européens considérant que ce passage du Nord-Ouest doit rester libre. C'est dire que ces passages du Nord, Nord-Ouest et Nord-Est sont essentiellement et parfaitement stratégiques. Donc ça, Mais c'est la position géographique, j'allais dire, de la Russie qui lui permet de faire ses choix stratégiques ? C'est la position géographique, certes, puisque la Russie, l'ex-Union soviétique, c'est le pays le plus étendu au monde, et donc avec une façade nord, une façade arctique et pacifique, et qui font de la Russie un pays certes continental, mais avec des débouchés maritimes absolument essentiels. Et donc, Vladimir Poutine a une vision stratégique d'un retour de la puissance russe, avec nostalgique un peu de l'influence qu'avait l'Union soviétique. Et on peut comprendre, enfin c'est une loi de thermodynamique assez compréhensible quand on analyse de manière géopolitique les relations entre grandes puissances, ce qu'il en reste et ce à quoi elles aspirent. Donc de fait, il n'est pas illégitime de voir les Russes moderniser leur marine et les voir très très en pointe, notamment dans le secteur sous-marinier, même si on garde tous en mémoire la tragédie du Kursk mise à l'écran. Et voilà, mais dans ce cadre, finalement, dans ce cadre de choix, on va dire stratégique, plutôt régional, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement penser que la France aurait tout à gagner à se concentrer davantage sur sa façade atlantique ou surtout sur sa façade méditerranéenne, où vous évoquez une turquisation également de la mer Noire, vous évoquez les implantations russes en Méditerranée, la montée en puissance de la marine algérienne qui est aidée par la Russie, vous évoquez même la possibilité d'un Bataclan flottant avec une menace terroriste sur les mers. C'est une menace qui est de plus en plus prise en compte par les armées, les services de renseignement français, d'avoir un acte terroriste majeur sur un bateau de plaisance, un paquebot de plaisance ou sur des ferries ou sur ce type de bateau. Qui transporte des milliers de personnes maintenant. Bien sûr. Mais disons que d'une manière plus large, l'impact des menaces maritimes est lié à l'augmentation du trafic des marchandises et des personnes. Donc de fait, par rapport à cela, il s'agit d'envisager les scénarios et les menaces les plus prégnantes et les plus, je dirais, les plus récurrentes dans les intentions. Et je ne parle pas simplement du terrorisme, mais on a depuis le début des années 2000 une reprise d'actes de piraterie maritime, alors certes très localisés dans des zones comme le détroit de Malacca, comme le golfe de Guinée, voire à la marge des Antilles liées à un trafic de drogue qui est souvent conflictuel. Mais disons que au jour d'aujourd'hui,
on voit la criminalité augmenter en mer, sinon en haute mer. Vous avez par exemple au Mexique, l'avortement est toujours interdit par la loi mexicaine. Vous avez des flottilles de bateaux où sont embarqués des chirurgiens et des blocs opératoires pour avorter les femmes mexicaines qui payent le prix fort pour se faire prendre en charge dans les eaux territoriales mexicaines et aller avorter en dehors des eaux territoriales. Bon, c'est un exemple. Sinon, je vous passe les trafics, les vols de pétrole, les vols de marchandises, de conteneurs dans les ports et autres. Donc, on a en mer, en haute mer, on a une hausse de la criminalité maritime qui est liée, encore une fois, à l'explosion de l'importance des flux de transport maritime de marchandises et de personnes. On a vu également des conflits gaziers entre le Liban et Israël, mais aussi entre la Grèce et la Turquie. C'est des conflits qui sont très, je dirais, très actuels, puisque des bateaux de prospection turcs effectuent des forages en mer Égée dans des eaux territoriales grecques, ce qui crée quand même des problèmes de souveraineté. Enfin, quand on tolère Chypre, de toute façon, on peut tolérer ça. Oui, mais c'est-à-dire que, je veux dire, pour moi, il est toujours inconcevable quand, je veux dire, que l'Union européenne est engagée en pointillé des discussions d'adhésion de la Turquie, alors que ce pays occupe la partie nord de Chypre, Chypre qui est membre de l'Union européenne. On a envisagé d'ouvrir des discussions d'adhésion avec un pays qui occupe une partie d'un État membre de l'Union européenne, ce qui est, bon, déjà, pour moi, constitue le péché originel dans le traitement, je dirais, très incompréhensible dont jouit la Turquie, qui vient de menacer un bateau français en Méditerranée sans que ni Mme Merkel ni nos autres alliés, entre guillemets, européens s'en émeuvent beaucoup, et encore moins dans le cadre de l'OTAN, puisque pour les États-Unis, l'obsession est de raccrocher toujours par la peau du cou Erdogan pour qu'il reste dans l'OTAN et qu'il évite de se rapprocher de la Russie, à laquelle les Turcs ont acheté des matériels antiaériens, ce qui est une première dans l'histoire de l'OTAN, de voir un membre de l'OTAN acheter du matériel russe. Donc, si vous voulez, tout cela nous ramène, je dirais, à une menace turque, une situation de la Turquie liée en fait à la gestion politique de Recep Erdogan et son parti l'AKP qui est un parti fondé sur l'idéologie des frères musulmans, qui table non seulement sur une forme de néo-ottomanisme, mais aussi sur l'islamisme politique sunnite, sinon radical, dans beaucoup de pays d'Afrique et notamment en mer Rouge. À l'heure qu'il est, avec l'aide financière du Qatar, la Turquie installe un port militaire dans la presqu'île de Swakin en mer Rouge, c'est-à-dire juste à la hauteur de Jeddah en Arabie Saoudite. Ce qui donne un peu une idée de l'extension un peu des points d'impact et d'appui militaire turcs, y compris quand on voit que les Turcs, les forces spéciales turques, forment des katibas, des unités de combat en Somalie, qui est un pays en guerre civile depuis la chute de Siad Barre, depuis la fin des années 90. Bon, depuis le début des années 90, pardon. Donc là, on a très clairement, au-delà de tout au-delà du différentiel religieux, culturel ou civilisationnel, mais aujourd'hui, la France, mais je dirais de manière plus élargie, l'Europe, on a un problème réel avec la menace que représente la Turquie de M. Erdogan. Alors évidemment, Mme Merkel ne pipe pas mot parce qu'elle doit gérer plus de 3 millions d'ouvriers immigrés turcs en Allemagne. Donc, puis les relations historiques entre l'Allemagne et la Turquie ne sont pas les mêmes qu'entre la Turquie et la France. Absolument. On pourrait comparer la relation entre l'Allemagne et la Turquie avec celle entre la France et l'Algérie, par exemple, sans faire de paradigme ou d'anachronique trop formel. Mais disons que au jour d'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique et géopolitique, l'évolution de la Turquie, de Recep Erdogan, pose un problème réel et est une préoccupation quotidienne.
Je vois souvent mes amis officiers de marine engagés en Méditerranée. Et pour la France éternelle, la Méditerranée, c'est la zone de sécurité de proximité, que ce soit la Méditerranée occidentale et méridionale jusqu'au large des côtes de Syrie ou du Liban, où la France, comme vous le savez, a des intérêts très importants. C'est certain les intérêts français les plus importants au Proche-Orient. Il est certain que voir une augmentation des frégates et des bateaux de guerre chinois et russes dans cette région, à terme pose un problème et qui se surajoute justement à l'émergence d'une marine turque moderne, opérationnelle, et qui répond à un commandement et je dirais des ordres et des ingérences dans des conflits étrangers. C'est curieux. L'incident entre la frégate française le Courbet et 2 frégates de premier rang turques s'est fait sur le respect du blocus des armes à destination de la Libye. Et là, la France, le Courbet, qui faisait partie d'une opération de l'OTAN, a voulu s'interposer pour contrôler un cargo turc qui amenait des armes et des blindés, sinon des mercenaires, en Libye. Donc là, il y a quand même un problème récurrent et majeur avec la politique turque en Méditerranée. Et c'est la démonstration peut-être que cette politique ne peut être qu'une politique française et non pas européenne, puisque les intérêts stratégiques varient beaucoup. Ce sera peut-être notre conclusion. Est-ce que finalement la France va réussir à réaffirmer sa puissance maritime ? Est-ce qu'elle est à la traîne aujourd'hui ? Est-ce que d'autres ont compris que c'était un défi ? Non, disons que, moi je viens de terminer un rapport sur la politique maritime intégrée, qui est une politique maritime européenne qui n'existe véritablement qu'à travers des directives abstraites et qui correspondent peu à la réalité, tout simplement parce que sur les 27 États membres de l'Union européenne, 22 ont des côtes, sont des États côtiers, mais il est clair qu'il n'y a aucune convergence d'approche des enjeux maritimes, puisque ces pays sont concurrents sur le plan économique. Donc il est clair que de ce point de vue-là, comme dans d'autres domaines, l'Union européenne ne pèse strictement rien, ou dès qu'il y a un point de repère, je dirais, très, très, très formel. Maintenant, un pays comme la France a les moyens de son mission. La marine nationale aujourd'hui est une des marines importantes, les plus importantes, une des marines hauturières, une des marines de guerre hauturières, les plus importantes au monde, les plus entraînées, les plus opérationnelles. C'est une marine de grande qualité par ses équipages et ses marins. Le problème étant toujours lié à la directive de la qualité et de la quantité, et qu'il faudrait évidemment. On revient aux contraintes budgétaires, toujours plus de bateaux gris, il faudra un 2e porte-avions, il faudrait de nouvelles frégates. Mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, dans je dirais les capacités opérationnelles et les moyens de la marine nationale, en tout cas, la France tient son rang. Je dirais même très correctement et très honorablement. Merci beaucoup Richard Labévière. Merci à vous. Je rappelle à nos téléspectateurs, c'était Reconquérir par la mer aux éditions Temporis, que vous pouvez retrouver dès à présent sur tvliberté.com, boutique officielle. Merci à tous.